Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles à nos programmes. Nous allons ce soir parler plutôt football, effectivement, parce que le football peut être sujet de géopolitique. Nous allons parler de l'Arabie Saoudite qui, depuis quelques semaines, essaye un tant soit peu de rafler tout ce qu'il y a comme grand nom de la scène footballistique européenne à coût de millions de dollars. Nous allons revenir sur cet enjeu parce qu'après le Qatar qui a réussi quand même le tour de force d'organiser la Coupe du Monde, nous allons questionner quelque peu ce choix de ce pays important du Golfe. Et ce sera avec mes invités qui sont déjà en plateau. Ursule Charlone Thiaou, analyste géopolitique à Morgan Training. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va. Hamzat Abdoulaye, consultant analyse géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Et si tout va bien, Joël Ateg-Edegbe devrait nous rejoindre sous peu. Alors, Ursule Charlone, comment vous voyez cette offensive? Est-ce, comme beaucoup l'ont dit, pour, disons, donner le change au Qatar, après on va le dire, cette Coupe du Monde réussie, ou simplement pour exister, ou c'est une option comme une autre? Alors, tout de suite, on ne pourra pas dire que c'est juste pour exister parce que il y a quand même des centaines de milliers d'euros qui sont en jeu. Alors, d'abord, la première chose qu'on devrait dire, c'est qu'il y a plutôt un enjeu économique. Ensuite, la géopolitique aussi qui est totalement présente, car dans les rapports de force, il semblerait que l'Arabie Saoudite prenne un peu le pas sur le Qatar. Donc, tous ces rapports financiers ne sauraient être utilisés en vain, même si dans les rapports de force, c'est totalement normal qu'on ait l'impression que l'un veut prendre le dessus sur l'autre. Donc, juste pour rappeler que l'Arabie Saoudite fait totalement ce qu'elle a envie de faire et elle nous a toujours montré, jusqu'à maintenant en tout cas, qu'elle n'a peur de rien et que tous les coups sont permis et elle est prête à dépenser ce qu'il faut pour, un tant soit peu, redorer aussi l'image de son État. Voilà, Hamzat Abdoulaye, Benzema, N'Golo Kanté, Cristiano Ronaldo depuis l'année passée, Kalidou Koulibaly et beaucoup d'autres qui sont en négociation. Est-ce juste une offensive, on va dire, cosmétique pour polir l'image du royaume ou est-ce une réelle politique, on va dire, est-ce le soft power de ce pays qui est en action? Oui, moi je pense que c'est les tentacules du soft power qui sont en train de s'étendre en réalité par rapport à l'Arabie Saoudite, surtout dans ce giron. Vous savez, le sport, on ne le dira jamais assez, c'est vraiment un moyen de se faire beaucoup d'argent, d'avoir un retour sur investissement et les millions de dollars qui sont dépensés en général par 4 grands clubs de l'Arabie Saoudite, des deux plus grandes villes, Jeddah et Riyad, eh bien, ça symbolise quelque chose, c'est-à-dire MBS investit et attend un retour sur investissement. Ça ne semble pas être cosmétique pour moi parce que déjà, il n'y a pas de concurrence avec le Qatar. Le Qatar est encore tout rikiki par rapport à la Grande Arabie Saoudite sur tous les plans, le plan économique, le plan... Oui, d'accord, mais jusqu'à récemment, quand on parle de football, oui, on parle de KFC, on parle, bien sûr, on parle de Coupe du Monde, on parle de beaucoup de choses. Le Qatar a réussi à diversifier ses entrées, à diversifier son économie, à ne plus dépendre uniquement du brut. Et visiblement, c'est un peu la logique que suit l'Arabie Saoudite. Mais avant de suivre cette logique, l'Arabie Saoudite dépasse de très loin le Qatar. C'est vrai qu'il y a une rivalité fratricide entre les deux États, entre les deux royaumes depuis un moment. Depuis très longtemps, si vous voulez, et ces pressions se sont exacerbées avec les implications des acteurs extérieurs et étrangers. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite veut moderniser son championnat. Ils avaient un championnat caduc et en ligne de mire, il y avait aussi la Coupe du Monde qui était l'un des enjeux pour MBS. Mais on peut comprendre aussi que ces recrutements à coût de millions sont déjà pour développer le sport,
à l'intérieur de l'Arabie Saoudite et ensuite d'obtenir un retour sur investissement parce que ça va être difficile de signer un joueur comme Cristiano Ronaldo sans bénéficier des marges économiques et financières qu'il y a derrière. Parce que l'image de Ronaldo, l'image de Kanté ou l'image de bien d'autres joueurs très importants au sein de l'Europe. Le marché saoudien n'est pas aussi, on va dire, aussi. Alors, il dépense beaucoup d'argent, mais bon. Alors, je vais vous dire, l'image de Ronaldo n'est pas forcément vendable uniquement pour les fans ou les supporters des clubs, pas forcément, mais aussi pour les entreprises, également pour les multinationales qui sont très présentes et qui veulent faire revaloir d'une certaine façon leur image et leur marque au sein du royaume et même à l'extérieur. Je finirai là-dessus en disant que ces signatures ne doivent pas être vues, notamment dans le mauvais côté, à savoir, vous l'avez dit tout à l'heure, à redorer l'image de... Qui vont en pré-retraite. Non, pas forcément. On va dire, comme on dit dans le monde de l'entreprise, avec de mielleux parachutes dorés. Non, je crois que c'est discutable. Je pense qu'il y a des jeunes joueurs qui ont été signés aussi. Pas beaucoup. Quand je prends le dernier joueur de Wolverhampton, le Portugais, qui a tout de même signé, c'est quand même une marque qui veut dire que les Arabes ne misent pas uniquement sur une vieillesse qui n'est plus désirable en Europe. Au contraire, l'Europe n'est plus le centre du monde. Et sur bien de plans, sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, sur le plan sécuritaire et aujourd'hui sur le plan sportif. Donc ça, c'est des réalités géopolitiques qu'il faut assimiler dès maintenant pour comprendre que l'Arabie Saoudite mise beaucoup plus sur un dynamisme futuriste et pour... Je reste avec vous, donc vous pensez que ces quelques transferts suffisent à déplacer le curseur du football européen? Je vais donner un exemple tout simple. Il y a quelques années, la Chine avait déjà axé sa politique sur ce type de recrutement ou de politique sportive et économique, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour certaines raisons qu'on pourrait développer dans le débat, mais pour revenir à la... devenu le centre du football du tout mondial. Pas. Mais la différence ici, c'est qu'il y a les moyens, c'est qu'il y a les infrastructures et c'est qu'il y a une certaine volonté politique de faire en sorte que les choses puissent changer. Et il y aura un développement et un suivi à la base qui permettra aux jeunes Arabes, aux jeunes du cru arabe pour développer leur potentiel, pour étendre les centres de formation et également pour permettre au club d'avoir des appuis à l'extérieur. Parce qu'un club, s'il est seulement impliqué à l'intérieur, comme les Chinois ont fait, ça c'était une grave erreur, eh bien il y a de fortes chances que sa renommée puisse ne pas voler très haut. Je crois que c'est ce sur quoi vise aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Chouet Ratel Gadagbe nous a rejoint en temps. Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Ravi de vous retrouver. Dans une autre vie, j'ai cru lire ça sur... sur une plateforme ou une autre que vous étiez footballeur aussi, que vous avez tâté du ballon, enfin, un peu. Vous savez de quoi vous parlez. Donc voilà, comment vous voyez cette grosse manœuvre saoudienne? Bon, disons qu'on n'a pas vu venir, et il faut le reconnaître. On s'étonnait d'ailleurs que, bon, il y avait quelques cas isolés, mais là, ça paraît systématique. Et il semble que la Coupe du Monde au Qatar ait probablement fouetté les égos des Saoudiens en termes de rivalité, de volonté probablement d'être une place du football. Et de ce point de vue, ils reprennent de l'avance sur le Qatar, qui n'a organisé qu'un événement. Les stades ont été d'ailleurs démontés. Donc j'attends de voir comment les Qataris vont pratiquer le football. Mais en Arabie Saoudite, il y avait déjà des championnats, il y avait de temps à autre. Enfin, c'était plutôt une retraite dorée pour des footballeurs en fin de carrière, des entraîneurs un peu mal cotés. Mais là, la question est de savoir quel est le projet. Et c'est de réelles grosses pointures qui ne sont pas complètement en fin de carrière, comme Pelé, Beckenbauer l'avait été dans... cette fois-ci dans une vie antérieure, pour tourner l'expression, dans les années 70 et 80, pour lancer le football aux États-Unis. Est-ce que c'est le même pari? Est-ce que c'est finalement la même économie? Je pense que des leçons ont dû être tirées. Les moyens paraissent plus importants. Quelle va être ensuite l'attractivité pour le public, parce qu'un football sans publicité, sans public, et encore moins sans publicité, ne saurait être soutenable économiquement.
Mais au plan du football, c'est plutôt tout bénéfice pour les Saoudiens qui auront l'occasion d'apprendre. Enfin, j'ose croire sincèrement qu'il y a pour les jeunes Saoudiens un plan de développement. Voilà. Et de ce point de vue, ça peut être un modèle pas forcément transposable. Chacun l'a essayé à sa manière. Même le Bénin, à un moment donné, dans les années 80, a dû faire venir les stars ghanéennes pour animer nos Nous clubs. avons été le centre du football africain. Voilà, presque. On a été en demi-finale. C'est toute proportion gardée. Donc, c'est à la fois un modèle qui sert de levier pour le sport national quand c'est bien pensé. Voilà. Si on s'en tient à cette logique, on va dire, géopolitique, en tout cas un peu qui justifie cette frénésie dépensière, où pensez-vous que le gouvernement saoudien peut s'arrêter, ou bien c'est le canet de chèque est sorti, donc on prend le maximum qu'on peut pour ces clubs-là? Tout de suite, on ne pourrait pas dire qu'on sait exactement où est-ce que l'Arabie saoudite pourrait s'arrêter, mais pour l'heure, on remarque qu'il y a énormément d'ambition et qu'on espère que ces ambitions-là porteront et iront vraiment au bout. Et il y a plusieurs promesses également, des ligues qui seront préparées, la Coupe du Monde en 2030 ou 2034. Donc, et aussi déjà pour les différents matchs qu'il y a eu un peu plus tôt, par exemple l'Euro 2022, etc. Il y avait énormément de tourisme, des étrangers qui étaient quand même en Arabie Saoudite. La Coupe du Monde au Qatar. Beaucoup en ont suivi. Et donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite donne vraiment la place au football et permet vraiment aux personnes qui y vivent d'également de suivre. Donc, pour l'heure, on ne pourrait pas dire tout de suite où est-ce que cela pourrait s'arrêter. Mais je continue toujours de dire que toutes ces sommes-là ne sauraient pas être utilisées juste pour montrer qu'on est au-dessus de... Voilà. Je reviens à vous en parlant de frénésie dépensière. On en avait eu déjà un aperçu en Afrique parce qu'il y a quelques mois, l'Arabie Saoudite s'est alliée avec la CAF et ça a fait beaucoup parler pour cette fameuse ligue fermée, la Super Ligue africaine, avec une promesse de financement autour de 100 millions d'euros. Ce qui crée pour les turiféraires de cette option, c'est que ça crée, disons, d'autres sous-catégories dans le football africain parce que c'est les grands clubs qui ont déjà pignon sur eux qui vont se partager cette manne. Donc, on va dire que c'est plutôt une vision globale de cette option saoudienne. Non, définitivement. Je crois qu'ils ont les moyens de leur politique. Est-ce qu'ils ont pensé à toutes les conséquences? Il n'y a que l'avenir qui pourrait nous le dire. Parce qu'autant qu'on remonte un peu en arrière, c'est pas forcément une pièce rapportée. On n'a pas transposé du jour au lendemain un modèle à travers l'organisation de matchs de gala ou même de coupe intercontinentale. Je crois que l'Arabie Saoudite se signalait. Elle envoyait aussi assez régulièrement son équipe de football en Coupe du Monde. Son dernier exploit reste la victoire contre le futur vainqueur de la Coupe du Monde, qui a fait sensation avec Hervé Renard. Bon, le football était aussi très européocentré. N'ayons pas peur des mots. Maintenant, si il peut y avoir une sous-catégorie qui favorise, c'est toute la question qu'il faut, c'est la seule question qui vaille. Et contrairement même au championnat turc qui a pu représenter une destination alternative pour les footballeurs africains, mais où les salaires ne suivaient généralement pas. À part les 2 ou 3 grands clubs. Oui, après il y avait tellement d'impayés de salaires, ça on le dit pas assez, quoi. Donc s'il y a une plus grande garantie que le professionnalisme sera assez complet, ne serait-ce que de ce côté, fatalement, ils vont attirer, un peu comme les clubs d'Afrique du Nord. Là, je parle par rapport à l'Afrique noire, par exemple, qui est sous-développée au niveau football. Donc, ça peut représenter un point de transition, d'attraction intéressant, puisque le nombre de nos joueurs en valeur intrinsèque ne sont pas réellement à niveau pour les championnats européens. Mais à travers un championnat qui serait bien organisé, et où les gens soient bien rémunérés, pourquoi pas, ça permet une transition probablement
Et il reste à l'Afrique à développer son modèle organisationnel et surtout en termes de soutenabilité et par rapport à nos ressources, nos capacités. Enfin, nous avons les ressources humaines brutes, on n'a même pas les formateurs, il faut se le dire. Et donc c'est un peu ce que l'Afrique elle pourrait faire, à défaut d'avoir l'argent, continuer à développer ses ressources humaines et pour essayer d'arriver dans le concert des nations, même à partir d'une place subalterne. Amjad Abdoulaye, la même question, l'incursion des Saoudiens, en tout cas l'alliance des Saoudiens avec le football africain. La Super League, on n'y est pas encore, il y a eu encore le lancement de cette ligue vient d'être encore une fois reporté, on verra bien ce qu'il en sera dans les prochaines semaines et prochains mois. Est-ce que comme à Joël Ataï-Guédégbé, vous voyez une opportunité aussi pour les footballeurs africains, non pas qu'ils n'aillent pas déjà dans le golf, il y a beaucoup de footballeurs africains qui fréquentent le golf par des circuits divers, mais cet appel d'air et le nombre de footballeurs africains évoluant en Europe qui rejoignent l'Arabie Saoudite, est-ce que ça peut être, en tout cas ça peut créer un nouvel appel d'air pour le football africain? Bon, ça dépend de quel Afrique on parle. Je parle de l'Afrique noire. L'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne. Alors, l'Afrique subsaharienne n'a forcément pas pour objectif, je parle bien entendu des sportifs, ils ne visent pas forcément l'argent ou l'Arabie Saoudite tout de suite, même si on parle d'une certaine facilité. Les enjeux sont différents en réalité, parce qu'en Arabie Saoudite, il y a beaucoup plus de contraintes auxquelles ne s'identifient pas forcément les sportifs africains. Mais de l'autre côté, il y a l'aspect religieux aussi qui joue un poids conséquent dans le choix de ces Africains. Et même quand il y a des exceptions qui choisissent délibérément de jouer au sein du championnat de l'Arabie Saoudite, eh bien, c'est généralement des musulmans. Et ça, c'est très important de le noter. Même tout à l'heure, vous avez parlé de Kanté, vous avez parlé de Koulibaly. C'est des musulmans avant. Oui, bon, il le revendique d'ailleurs. Voilà, donc ça fait partie des critères, je vais dire, qu'on ne dit pas suffisamment, qui comptent. Maintenant, si on prend le Maghreb, ils sont habitués généralement à jouer dans les grands clubs en Arabie Saoudite comme Al Ahly et j'en passe. Donc, je trouve que c'est une opportunité, mais qui n'est pas réellement une opportunité. Une opportunité peut-être dans le plan sportif développé pour ces États africains, parce que là, ce n'est plus le privé qui va vers le sport, c'est l'État qui va vers le sport, c'est l'État qui met les moyens. Le gouvernement a mis les moyens, a mis en place des équipes pour aller rencontrer des clubs. Par exemple, Chelsea, ça s'est fait, ils sont allés à Londres, le gouvernement a envoyé une délégation pour négocier directement en intermédiaire avec les 4 grands clubs en question. Et vous voyez, ça a porté ses fruits. Donc ça peut être une leçon aussi pour les politiques de l'Afrique subsaharienne qui peuvent mettre beaucoup plus de moyens dans ce type d'initiative, parce que je parlais tout à l'heure d'un investissement. Quand vous faites un investissement, vous attendez un retour sur investissement. Mais s'il n'y a pas un plan, s'il n'y a pas une stratégie autour, eh bien ça risque de s'effondrer. C'était le cas de la Chine, je l'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire la Chine a chuté par manque de stratégie et par manque de volonté politique aussi. Quand vous avez des joueurs internationaux qui n'arrivent pas à être payés par les clubs, par exemple, c'est un problème. Et c'est des problèmes que n'ont pas soutenu l'État chinois. Et c'est là la différence avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a pris suffisamment de garde-fous pour que ce genre de problème ne puisse pas arriver. Parce que je ne vois pas comment on peut signer un footballeur comme Cristiano Ronaldo sans qu'il n'ait de garantie par rapport à son salaire, par rapport à ses contrats. Donc ça, c'est très important. L'aspect contrat qui doit être respecté, je crois qu'a été vraiment étudié, mis en place, et je pense que ça ne va plus poser de problème en Arabie Saoudite. Voilà, sur cette même question, c'est vrai qu'on a occulté la question identitaire, parce que quand vous écoutez Karim Benzema, c'est un cas particulier parce qu'il est pratiquement en fin de carrière, mais quand vous écoutez N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, il y a la possibilité de jouer en terre sainte pour des musulmans, et donc ça... c'est tout bénef pour leur parcours, leur famille. En tout cas, il y a une question, il y a un paramètre identitaire aussi lié à la religion qui intervient dans ces choix. Oui, effectivement, on a pu le constater que c'est
beaucoup de musulmans qui ont été choisis. Et bon, le cas de Cristiano Ronaldo, je pense que c'est un peu plus par rapport à l'image, à ce qu'il pourrait rapporter à l'Arabie Saoudite. Ils ne sont pas beaucoup, ils transcendent toutes ces clivages-là. Ouais. Donc, en dehors de ça, il pourrait ainsi, donc, N'Golo Kanté, etc., qui ne sont pas encore en fin de leur carrière, cela pourra apporter peut-être plus de personnes qui pourront s'intéresser au football saoudien, je dirais, des clubs saoudiens que je crois que tout le monde ne suit pas parce qu'on est plus habitué aux ligues européennes, etc. Et cela pourra... Ça risque de changer parce que je pense que c'est déjà l'un des plus grands objectifs de l'Arabie Saoudite, c'est de déclasser la Ligue 1, qui est 5e, 6e de temps à autre, française, bien sûr. Et donc, vous pensez que dans quelques semaines, déjà, nous allons nous mettre devant notre télé pour regarder Al Hilal Déjà, j'entends Canal+ qui a acheté les droits de diffusion pour 2023-2024. Donc ça, c'est une note à prendre en compte parce que si un grand groupe de diffusion comme Canal+ achète des droits de diffusion des matchs en Arabie Saoudite, eh bien ça aura une conséquence par rapport à l'échelle. Donc c'est la géopolitique du sport aussi qui est en train de se réorganiser. L'Europe n'est plus forcément le centre du monde, même à ce niveau. À ce niveau, oui. Je pense que ajouter dans le sens d'Amzat Abdoulaye que la Ligue 1 française est assez symptomatique du déclassement attendu des championnats européens. Non seulement les Qataris avaient déjà pris pied en achetant les équipes, et parfois avec des appels du pied du politique, notamment le président Sarkozy. Bon, en Angleterre, c'est encore plus prégnant, les clubs sont nombreux, possédés par des puissances russes. Oui, mais justement, c'est pas trop vite dit de dire que, c'est pas trop vite de dire que le football européen est déclassé, parce que au final, quand vous regardez l'exemple de ces achats, Chelsea, évidemment, en ce moment, beaucoup de clubs auraient bien aimé que l'Arabie Saoudite rachète des joueurs chez eux. Parce que Chelsea avait pratiquement 300 joueurs sous contrat, avait envie de s'en débarrasser de beaucoup. Il faut aussi préciser et l'échec, économiquement, ce que ça favorise aujourd'hui, c'est les milliardaires qui ont... Tout le monde voudrait que l'Arabie Saoudite... un business des gens l'Arabie Saoudite achète des joueurs chez eux, parce que les chèques sont importants. Mais... c'est vrai, il n'y a pas que Ronaldo, Benzema et compagnie. Il y a beaucoup de joueurs secondaires. Avec cette pont, et là, l'attractivité des championnats européens peut en prendre un coup. En tout cas, un intérêt va se déplacer. Et les gens ne s'y trompent pas. En France, au moins, il y a un début d'inquiétude parce qu'il y avait déjà le financement des équipes elles-mêmes qui comme le disait non seulement Chelsea, tout en appartenant à un milliardaire, a souhaité solder ses joueurs. Mais il y a les clubs français vraiment qui sont étouffés, qui n'arrivent plus à soutenir la compétition et qui ont envie d'un bol d'air à la Qatari ou maintenant à la manière saoudienne. Et les Russes, c'est plus très en odeur de sainteté, mais l'argent d'où qu'ils viennent, comme diraient les Chinois, peu importe la souris, mais peu importe le chat, pourvu qu'il attrape la souris. Et donc, si cette maxime est appliquée, l'argent, d'où qu'il viendra, va de plus en plus dicter sa loi. Et même la FIFA, vous parlez des États tout à l'heure, en général, la FIFA écarquille les gros yeux dès que les États se mêlent de football. Et pourtant, on ferme les yeux parce qu'il y a de l'argent en jeu, là. Et ça va être le mot déterminant. Mais est-ce qu'ils ont pensé à tout? Je reviens sur la question de la formation, du bien-être des uns et des autres. Il est symptomatique qu'un gars comme Messi est discrètement refusé l'offre malgré l'argent. Mais parce que je crois qu'au niveau des valeurs, pour sa famille et autres, là, il y avait quelques soucis de compatibilité. Voilà, je vous laisse le dernier mot. Est-ce que, comme Amzat le dit, d'ici là, nous allons nous émoustiller pour un derby à l'Hilal et je ne sais pas à l'Etihad qu'un Chelsea Real de Madrid. Tout de suite, je répondrai non parce que quand même la Ligue européenne est assez intéressante, même la Ligue anglaise, donc pour le moment, je pense qu'on restera toujours là. Mais quand on essaiera de s'intéresser... Les tablettes de Ronaldo ne font plus recette chez les dames. Pour le moment, les tablettes de Ronaldo, il se les couvre très entièrement en Arabie Saoudite parce que c'est pas si
Je ne sais pas si on n'est pas en Europe pour ainsi dire. Voilà, vous en avez fini. Oui. Voilà. Merci beaucoup Hamzat Abdoulaye. Peut-être que vous allez rejoindre le championnat. Non, c'est pas évident, mais je pense que si ce championnat est vraiment développé, avec autant de moyens qui sont investis, ça va être un bon signe pour le sport parce que le football a besoin d'argent. Aujourd'hui, la compétitivité est tellement élevée que quand vous avez une équipe comme le PSG, derrière, il n'y a plus rien dans le championnat. Donc, vous n'avez qu'une seule équipe parce qu'ils ont des moyens. Donc, si l'Arabie Saoudite arrive véritablement à aller au bout de cette politique, eh bien, ça va créer des émules. Et de l'autre côté, ce qu'il faut noter, c'est que ça participe aussi au développement du sport en Arabie Saoudite, du foot en Arabie Saoudite. Et il faut noter que l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine en Coupe du Monde. Bon, au final, l'Argentine a gagné. Merci. Après, Abdoulaye, consulté analyse géopolitique, Joël Gedegbe, expert en gouvernance, et Ursule Charlone Thienhou, analyse géopolitique à Morgan Training. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour tout développement.